Lundi 2 septembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Les titres du journal. Il comprend les traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres. Il s'agit du patrimoine culturel immatériel. Si on y propagande, il risque de disparaître. La Sfegad apparaît donc comme une alternative. Plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. La demande est largement au-dessus de l'offre. Les pêcheurs et les aquaculteurs doivent s'organiser pour combler les attentes sur le marché. Et puis la question de l'hygiène menstruelle, un sujet tabou dans nos sociétés, alors qu'une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies. Il est temps d'agir et de briser les tabous. Merci de votre fidélité. Le patrimoine culturel immatériel fait partie intégrante du patrimoine culturel. C'est un facteur important de développement, surtout pour les pays en voie de développement comme le Bénin. Pour le sauvegarder et le transmettre aux générations futures, il est important de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir de la notion de patrimoine culturel immatériel? Les précisions avec Fifamin Salomé Atadeji, Christian Devodji est présenté par Ulvaeus Balogun. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Je l'annonçais dans les titres, l'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour combler les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi une nouvelle génération de poissons en voie de disparition qui seront désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, l'aquaculture n'est pas une activité banale. Il faut maîtriser les techniques pour avoir un meilleur rendement. Joséa Dossou-Bodjrenou nous donne plus de détails au micro de César Achadé et Iliad Bokovo. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage par exemple des huîtres, c'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues
aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. Page santé de ce journal, les menstrues constituent un moment important dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Dans de nombreux pays, les filles vivent cette période avec trop peu d'informations et d'aide. Une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies et il est important de briser les tabous afin de permettre à la jeune fille de bien vivre ses menstrues. Le reportage est signé Gloria Oni. C'est une spécificité féminine, on peut encore la désigner comme un phénomène physiologique chez les femmes. Quand elles arrivent, les menstrues rappellent la fécondité. La femme est alors capable de concevoir. Mais dans de nombreux pays, les menstrues sont source de discrimination sexuelle et le plus souvent tabou. Bon, les menstruations ne peuvent pas être un sujet tabou, puisque cela concerne la vie normale d'une femme. Il n'y a pas de femme qui n'aurait pas normalement des règles. Il faudrait que ces tabous soient levés immédiatement. Simple phénomène biologique, mais dont la gestion présente d'énormes difficultés et constitue parfois un obstacle à la vie de la jeune fille. Les menstruations, ça commence à des âges variés. En moyenne, on s'attend à avoir les règles la première fois autour de 14 ans. Les femmes et filles en période de menstruation sont souvent considérées comme sales ou impures, ce qui peut créer des dysfonctionnements dans la vie de cette dernière. De nombreuses attitudes et croyances culturelles négatives leur sont encore associées. Toutefois, la jeune fille qui a ses menstrues doit prendre soin de son intimité. Cela lui éviterait les sensations d'irritation, les infections ou encore les odeurs. Il y a les serviettes hygiéniques qui imitent les couches traditionnelles et puis il y a les tampons qui sont insérés, eux, dans la cavité vaginale. Donc il faut choisir un modèle ou peut-être mixer les modèles, ça dépend de l'habitude de la femme et surtout changer régulièrement. Donc la fréquence de changement doit être en moyenne de 4 heures. Briser toute superstition liée aux menstrues et assurer aux femmes de bonnes conditions sont les problématiques importantes du développement. La célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à l'Université d'Abomey-Calavi a été l'occasion pour dialoguer sur l'environnement de l'hygiène menstruelle et à émettre quelques pistes de solutions. Hors du Bénin, le Mozambique va fournir 60 000 tonnes de tabac par an aux compagnies chinoises à partir de 2020. Ce volume fera de l'Empire du Milieu le second plus gros importateur de tabac mozambicain derrière les États-Unis. En dehors du tabac, le pays va livrer également dès 2020 30 000 tonnes de noix de cajou et 150 000 tonnes de sésame. La culture du tabac implique environ 150 000 petits exploitants. La plupart des producteurs sont
engagés dans des contrats de sous-traitance avec les compagnies de tabac. Allons maintenant au Togo où le comité technique mixte de négociation sur la délimitation de la frontière maritime entre le Togo et le Ghana s'est réuni à Accra la semaine dernière. La rencontre a accouché des conclusions encourageantes. Suivons plutôt. Le Togo et le Ghana font des pas de géant dans la délimitation de leurs frontières maritimes. À la 5e réunion du comité technique mixte de négociation tenue à Accra, les deux parties sont arrivées à des conclusions notables. Des avancées obtenues suite à des échanges intervenus dans la fraternité et la convivialité, selon les tests et conventions internationaux en vigueur dans le domaine. Accra a été l'occasion d'échanger des données techniques, notamment sur les données de base, c'est-à-dire la distance qui sépare le domaine émergé du domaine maritime et qui est le point de départ de mesure d'une frontière maritime ou d'un territoire maritime appartenant à un pays. À Accra, nous avons aussi discuté d'un sujet très important qui est classique à toutes les négociations. C'est la question des dispositions transitoires ou intérimaires. Il est juste question de discuter entre les deux pays et de délimiter la frontière maritime qui nous sépare. Et nous avions une feuille de route qui avait connu un certain retard dû à la difficulté de collecter certaines données techniques, notamment la détermination des bornes qui séparent les deux pays. Mais aujourd'hui, nous avons convenu qu'entre le 10 et le 20 septembre, des équipes techniques des deux pays vont se retrouver pour parachever ce travail. Et après cela, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'arriver à des conclusions sur le tracé possible que nous soumettrons à nos deux chefs d'État. Outre l'aspect politique, la détermination de la frontière maritime entre les deux pays présente un intérêt économique non négligeable. Les opportunités d'affaires relevant de l'économie bleue seront davantage améliorées et élargies, ce qui contribuera à la réussite de l'axe 1 du PND qui veut faire du Togo un hub logistique de premier plan dans la sous-région. La mer est le prolongement du territoire d'un pays côtier. Et il est évident que pour y développer certaines activités économiques, vous savez qu'aujourd'hui nous parlons de plus en plus d'un hub de transport maritime. C'est une activité économique majeure qui va s'y développer. Il est important pour le Togo de savoir où commence sa mer territoriale, où elle s'arrête, où commence sa zone économique, où elle s'arrête, et où l'accès à la haute mer commence pour ce pays. C'est une partie intégrante du territoire togolais. Donc la mer, c'est un prolongement. Donc de même que pour les frontières terrestres, il est important d'avoir des frontières entre deux pays voisins. Dans la mer, c'est le même principe qui s'opère. C'est dire que cette délimitation de frontières maritimes entre le Togo et le Ghana se révèle indispensable pour une meilleure orientation des actions de développement plausibles à mener de part et d'autre dans le secteur. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.